Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday. Aujourd'hui, on va parler télécommunications à bord, des besoins comme des solutions offertes quand on est en bateau. Recevoir des fichiers GRIB, envoyer des photos de paysages, appeler les copains ou la famille, chatter, Facebooker, Instagrammer ou encore TikToker. Tout ça fait aujourd'hui partie du langage et des activités courantes. Qu'on soit au restaurant, à l'école ou dans la rue, il est rare de ne pas croiser au moins une personne sur son téléphone. Et en bateau, comment le faire ? Et en avons-nous vraiment besoin ? L'être humain est grégaire. Qu'il soit marin ou allergique à l'eau salée, tous les humains ont un besoin viscéral de relations et de contact. Ce n'est pas sans raison que les premiers hommes se sont rassemblés en tribus ou en groupes dans des cavernes. Ce besoin est une bonne chose. Il nous a apporté et continue de nous apporter la richesse de l'autre, sa compassion et sa bienveillance. Il offre de lui donner, en retour, notre gentillesse, notre accueil, et de lui passer des messages d'intérêt, parfois d'amour, souvent d'amitié ou, plus rarement heureusement, de colère ou d'opposition. Les technologies modernes, 4G, 5G, Wi-Fi, satellite, offrent aujourd'hui la capacité en tout lieu et en permanence d'être connectés à des millions, des milliards même, d'autres personnes et de passer de la tribu locale à l'universalité des échanges. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plusieurs milliards de SMS expédiés chaque jour dans le monde, presque autant de messages sur les réseaux sociaux et un nombre quasiment incalculable de messages directs, vocaux comme écrits, sur les TikTok, BeReal ou autres. C'est ce besoin de relation qui nous anime et fait que nous sommes devenus plus ou moins accros à ces terminaux mobiles, au point qu'une pathologie a été créée, la nomophobie, qui se dit de quelqu'un qui ne peut se passer de son téléphone portable et éprouve une peur excessive à l'idée d'en être séparé et de ne pouvoir s'en servir. Quid de la solitude en bateau ? Pourquoi et pourquoi prend-on la mer, qui plus est en voilier ? Pour s'isoler du monde extérieur, pour ralentir le temps qui passe si vite, pour évidemment aller vers un autre ailleurs, qu'il s'agisse d'un port à l'autre bout du monde ou à quelques milles du mouillage habituel. En tout cas, pour la plupart des plaisanciers, de reprendre la main sur les relations et les habitudes du quotidien. Parmi ces habitudes, cette fameuse addiction au téléphone mobile. Combien de plaisanciers, alors qu'ils sont en pleine navigation devant les remparts de Saint-Malo, devant les tours de La Rochelle ou dans les calanques de Marseille, ont le nez collé sur leur téléphone au point d'en oublier de regarder le paysage alentour. Il est probable qu'une partie le fait pour relever la météo et sécuriser sa navigation, c'est un point largement positif. Et aussi une portion qui est sur l'eau comme à terre, capable de suivre ce qui se passe au bout du monde sans se douter de ce qu'il se passe au bout de son bateau. Ce n'est ni un bien, ni un mal. Tout au plus un constat que la manière de naviguer a été révolutionnée par les moyens technologiques et techniques à notre portée, et qu'il est important, avant d'embarquer, qui plus est en groupe, de réfléchir à fixer ou non des règles d'utilisation de ces téléphones portables, et lesquelles. Quelles solutions au port ou en navigation côtière ? À proximité des côtes, et a fortiori au port, la couverture réseau est généralement excellente. Dans une bande de 2 à 5 000 environ de la Terre, on capte aussi bien que si on était sur la terre ferme, voire mieux, car il y a moins de monde. Au port, le plus souvent, ce sont les réseaux Wi-Fi, gratuits ou payants selon les cas, qui seront utilisés, alors qu'en mouvement sur l'eau, ce seront des réseaux 4 ou 5G. La disparition progressive de la 2G et la 3G va accroître encore les capacités de cette bande littorale. Pour les personnes qui naviguent et cabotent, c'est donc la zone idéale dans laquelle il y a tout intérêt de venir pour récupérer ses mails, les informations du monde extérieur ou encore les fichiers GRIB. Si une antenne extérieure est installée sur le bateau, les conditions de réception seront encore meilleures. Attention, dans les pays étrangers, ils peuvent parfois être très proches de nos mouillages français, les communications ne sont pas toujours incluses, qui plus est pour ce qui se concerne les données, et peuvent alourdir dans une très large proportion votre facture de téléphone. Je vous conseille donc de contacter votre opérateur avant de partir, et de voir avec lui quelles sont les possibilités selon les pays potentiellement croisés en route. Certains sont inclus dans les forfaits, c'est notamment le cas de presque tous les pays de l'Union européenne, d'autres nécessitent l'activation d'une option, d'autres enfin ne sont tout simplement pas couverts. Quelle solution en pleine mer ? Au large, les choses sont un petit peu plus compliquées. Avec un peu, beaucoup même, de chance, vous pouvez continuer de capter convenablement des réseaux 4 ou 5G sur une dizaine, voire une quinzaine de milles depuis la Terre. Encore faut-il que le relais soit au proche de la côte et que le lobe de rayonnement de l'antenne soit orienté vers la mer, ce qui serait non seulement étonnant, mais surtout un défaut eu égard à la réglementation mise en place par l'UIT. Au large donc, plusieurs solutions plus ou moins modernes permettent de télécommuniquer. La BLU, ou bande latérale unique, permet de communiquer virtuellement avec le monde entier. Elle est encore utilisée à des fins professionnelles, mais pour combien de temps ? Le Navtex permet de recevoir les cartes météorologiques partout sur le globe, et cela gratuitement. Le téléphone par satellite offre le confort des télécommunications modernes, à des tarifs de plus en plus intéressants, presque proches de ceux des abonnements terrestres, et avec des débits de données qui vont eux aussi croissants.
Le plus récent, Starlink, permet, pour un abonnement de 5 000 $ américains par mois et l'achat d'environ 10 000 des mêmes dollars, de disposer d'une connectivité en mer de 350 mégabits par seconde sur une zone allant grosso modo du nord de l'Écosse au sud de la mer Rouge. Le prix de l'investissement comme de l'abonnement sont conséquents et réservés à celles et ceux qui ne peuvent vivre sans télécommunications. C'est la constellation des satellites SpaceX appartenant à Elon Musk qui propose ce service. C'est Iridium qui, aujourd'hui, tient le haut du pavé. Avec des téléphones disponibles à la location, des modems qui offrent le partage de connexions au Wi-Fi et des forfaits prépayés à partir de quelques centaines d'euros, la solution américaine permet une couverture partout dans le monde, pôle nord et sud inclus. L'atout majeur de cette solution est de nécessiter pas ou peu de matériel installé à demeure. Il est même possible de convertir son téléphone terrestre, celui que vous avez dans votre poche, en terminal satellite pour réduire encore un petit peu plus les frais. Inmarsat, entreprise britannique, s'adresse clairement à des professionnels. Le modèle de facturation est un mélange de volume et de temps, les terminaux sont fixes et encombrants. Et, surtout, la couverture est globale, exclusion faite du pôle Nord et du pôle Sud. Les antennes sont des radomes d'assez grande dimension, qui embarquent des modules de stabilisation et de maintien de l'assiette des équipements. Si la solution a été prouvée et fiable, elle est principalement destinée aux professionnels qui ont une flotte importante à suivre. Enfin, Thuraya, dernière solution de télécommunication par satellite, s'appuie sur seulement 2 satellites géostationnaires, ils demeurent toujours positionnés au même point au-dessus du globe, d'où une couverture inexistante de la zone des Amériques et des 2 pôles, au bénéfice de l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Asie centrale. Tous les terminaux Thuraya proposent à la fois la connectivité satellite et réseau GSM. Cette hybridation demande une certaine habitude à l'utilisateur, qui court le risque de payer du tarif satellite pour des communications qu'il passera depuis la Terre. Méfiance donc. Pourquoi pas une cure de désintoxication ? La question qui reste en suspens est de savoir s'il est ou non nécessaire de disposer de moyens de télécommunication à haute performance lorsqu'on est en mer. Si on aborde sous l'angle de la sécurité, météo et tranquillité des équipages, la réponse ne fait aucun doute. Les solutions telco permettent de garder le contact, de recevoir les actualités météo et même de lire voiles et voiliers. Si on aborde la question sous l'angle humain, c'est un choix personnel que de maintenir cette dépendance technologique, y compris en pleine mer. Là où, à terre, le quotidien et les habitudes, choisies plus souvent qu'imposées, nous mettent les téléphones portables dans la poche en permanence, c'est à une cure de désintoxication aux ondes GSM que la mer peut nous inviter. Renouer le dialogue avec soi, avec ses très proches, avec son compagnon de vie, ses enfants, comme avec tous ses équipiers, autant d'opportunités devenues rarissimes pour l'Homo Connecticus de 2023. Cette cure de désintoxication, en plus d'être bonne pour soi, est aussi un geste pour la planète, économisant de l'énergie, des ondes électromagnétiques et toutes les ressources dont nous savons qu'elles sont limitées aujourd'hui. Alors, prêt pour une cure offline ? Voici la fin de ce Mayday dont on pourrait dire qu'il se tire une balle dans le pied. Peu importe que vous soyez off ou online, ce qui compte c'est le plaisir que vous prendrez à être sur l'eau et à suivre cette chaîne. Si vous êtes en mer, je vous souhaite du beau temps et bon vent!